Audio Jungle. Et voilà, c'est Nessie Ndri qui vous salue et moi je parle derrière et je suis son ventriloque. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous matinal. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 22 mai 2018. Très heureux de vous retrouver après ce lundi de Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu. On va profiter de la grâce de l'Esprit Saint, en tout cas, pour vous irradier tout au long de ces 95 minutes. Ça va vous? Oui, ça va très bien. Bonjour Marco, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur. Voilà, vous le constatez, nous sommes de retour avec un contenu qui ne vous laissera pas du tout indifférent. Eh bien oui, aujourd'hui, on parlera droit avec Maître Doulou Jean-Pierre. Il nous vient tout droit de la cour d'appel de Bouaké. Avec lui, on parlera des rôles et compétences du greffier. À côté de tout cela, on parlera également entrepreneuriat avec Jean-Baptiste Kouadio. Vous le savez, avec lui, on parlera de la gestion fiscale de la PME. On aura aussi Mister Techno, Monsieur Kofi Noël, avec qui on parlera de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? On en parlera, bien sûr, dans la rubrique Techno. Mais avant, Marco, on part en Australie. Oui, on part en Australie, visiter un pays magnifique qui d'ailleurs sera à la Coupe du Monde dans la poule de la France. À ce propos, les joueurs australiens sont déjà en préparation du côté de la Turquie. Voilà, l'Australie, magnifique pays, belle carte postale pour commencer cette émission. C'est parti. Sydney, Canberra, des endroits fort chauds de cet autre continent, ce pays continent, on va dire ça comme ça, l'Australie. Vous connaissez l'Australie, ici? De nom. C'est joli, voilà. Et en image aussi, grâce à la technologie, grâce à l'audiovisuel qui nous permet de voyager. Sinon, pas encore, j'ai pas encore mis les pieds en Australie, mais c'est sûr, très très bientôt. Gardons la foi, et surtout gardons la pêche. Et pour bien avoir la pêche, quoi de mieux qu'un bon cours de gym? On y va. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va continuer sur notre série d'exercices pour travailler le bas du corps. Donc on va mettre l'accent un peu plus sur l'intérieur des cuisses, mais aussi sur les fessiers. Donc assurez-vous d'avoir un petit poids, ou ça pourrait être une bouteille d'eau comme on a l'habitude de le faire, d'avoir un tout petit peu d'espace autour de vous. Et quand vous êtes prêts, on y va.
Alors, on va commencer notre échauffement par des lancers de jambes vers l'avant, alternés avec les bras. Bras et jambes opposés. On essaye juste de lever la jambe le plus haut qu'on peut. Vous ne voulez pas pencher vers l'avant. Donc, restez droite et on lève. Si on ne touche pas, c'est pas grave, on vient de se réveiller. Encore. 4, 3, 2 et une dernière. 1. Excellent. On va partir pour des rotations au niveau des hanches. Donc, on ouvre, extérieur, intérieur. Encore. Ouvre, pardon, et on ramène. Et on repart. On prend le temps d'expirer. La respiration, très, très, très important. Encore 2 autres ici. Une dernière. Et on change de jambe. On ouvre et on ramène. 1, encore. 2, on repart. 3, encore. 4, 5, et une petite dernière, 6, et on ramène, excellent. Alors, les bras sur les côtés, on va faire des petits cercles de bras vers l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de sens, arrière et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. On relâche nos bras et on va tout de suite prendre nos poids. On va partir. On va commencer avec les jambes beaucoup plus larges que la largeur des hanches. Pourquoi? On veut avoir assez d'espace pour pouvoir pencher sur le côté en utilisant notre poids pour garder l'équilibre. Donc, les orteils droits devant vous. On ne veut pas avoir les orteils sur les côtés. Les orteils droits devant nous. On descend en poussant les fesses vers l'arrière. On allonge les bras et on revient. On change de côté, on y va, on descend, on pousse et on revient. Vous allez sentir tirer à l'intérieur de la jambe. Et on revient. Hop, encore. On inspire. On revient. Encore. On y va pour 3. On change. 3. Pousse. Parfait. Toujours le poids sur les talons. 4. Excellent. 4. Et on revient. On part pour 5. On y va, on descend. On garde le bassin vers l'arrière. Parfait, pardon. Et on revient. On change. Bravo. Et une dernière, on y va. 6. Hop. On revient. Dernière de l'autre côté. 6. Excellent. On va déposer notre poids. Et on va partir en faisant des squats sautés, mais en croisant les jambes. Donc, croise, 1, croise, 2. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dernière, et 8. Excellent. Good job. On va reprendre nos poids et on part. Prochain exercice. Je me mets de profil afin que vous puissiez voir. On va garder une jambe au sol, genou légèrement fléchi. Une autre jambe complètement vers l'arrière. Toujours le genou un tout petit peu fléchi. On penche vers l'avant en poussant à pousser le bassin vers l'arrière. Donc, on ne veut pas être ici. Pensez à sortir la poitrine. On garde le dos droit. Et on ramène le genou, on pousse. 1. Et on revient. Abdos travail. 2. On y va pour 3. Le poids vous aide à rester stable. On pousse. 4. Encore. 5. On y va pour 6. Vous devez sentir forcer au niveau de la fesse et de la jambe qui est au sol. Une dernière, 8. Et on revient. On remonte. On respire un tout petit peu. On change de côté. On descend. Genou dans la poitrine et on y va. 1. Et on ramène. 2. On a toujours une jambe plus compliquée que l'autre, n'est-ce pas? 3. Si ça devient difficile, vous pouvez poser la jambe au sol. 4. 5. On y va pour 6. 2 autres. 7. Une petite dernière. 8. Et on revient, on relâche. On va repartir pour nos squats sautés. On croise, on descend. On en fait 8.
3, 2, 1 et on y va. 1, 2, 3, 4. Toujours le poids sur les talons. 5, 6, 7, une dernière. 8, excellent. Allez, on respire, on relâche nos jambes, on relâche le long du corps. Ah là là, ça réveille. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé chez vous. N'hésitez pas à repartir sur la page YouTube pour revoir les exercices, refaire les exercices tranquillement chez vous. Un circuit comme ça, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois si vous avez le temps. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. Voilà, travailler le bas du corps pour avoir une très belle silhouette, Marco. Après ça, point besoin d'aller faire une chirurgie esthétique. Hein. Bah oui, hein, avec le bas du corps, hein, le bas du corps. Bah oui, c'est le bas du corps. C'est bien le bas du corps, ça fait du bien aussi ça fait du bien de la santé aussi, tout simplement. Oui. Oui. Bah, santé, oui, mais là, c'est plutôt pour améliorer la silhouette. Oui, mais quand on améliore la silhouette, on est en bonne santé, Nessie. Ah bah ouais. C'est ça, surtout. Ouais. C'est bien pour le bas du corps. Oui. Allez, on va manger ou on va aller se promener sur les routes d'Abidjan. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui estampille le volet technique de ce rendez-vous. Normalement, on a tout. Hein. On a soit à manger, soit à la route. Et vous savez que c'est Christelle Akoussa qui va décider. On y va. Oui, elle veut qu'on mange d'abord, on prend des forces et après on va sur les routes. Voilà, comme ça on va voir, ça tombe bien. Oui. Et Marco, le tout premier plat qu'on vous propose là, c'est du gnomi. Du gnomi. Attends, on dit womi ou yomi? Éclairez nos lanternes. C'est womi ou bien c'est gnomi? Bon, en tout cas, c'est très bon. Ça, c'est avec du quoi? C'est avec du lait. Oh là 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 là. Ça, c'est une photo de nos téléspectateurs qui nous regardent. C'est une photo de son début de jeûne, avant son jeûne. Oui. Avant son jeûne. Avant son jeûne. En tout cas, merci de nous envoyer les photos. On vous souhaite bon courage pour ceux qui jeûnent. Et puis, on a également le célèbre plat. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est un plat, Marco, très diététique parce qu'on n'a pas besoin de gras pour faire ce plat-là. Les mots me manquent. Du plat Kali. Commentez ce plat-là. Du plat Kali avec la sauce gombo. Et on réveille le côté baoulé de notre ami Noël, qui est le spécialiste de la techno. Il a vu ça, il n'y a pas fait de technologie dedans, à Noël. Ça, c'est du... Pas besoin de technologie. C'est la réalité, là. Non, pas besoin de technologie. Merci beaucoup. Ah ouais. Bon appétit. Et puis, envoyez-nous vos photos de vos plats avant juste de commencer le jeûne aussi. Ça fait en sorte qu'on puisse être toujours dans la famille Matin Bonheur. Parce que dans 5 semaines, c'est la fin de la saison, malheureusement. C'est la fin de la saison dans 5 semaines. Bon, après, Marco, on aura la Coupe du Monde, tout ça. Vous qui vouliez aller jusqu'en décembre non-stop. Vous êtes vaincus. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Christelle Akoussa, avec qui nous allons maintenant aller sur les routes d'Abidjan. On va vous laisser sur la liste jusqu'en décembre. Et après, on va vous transporter ici. Le tout premier point, Marco. Oui, le boulevard Lagunaire. Le boulevard Lagunaire. Ah, ça va, le temps est encore... Ce boulevard, Marco, a fière allure. Hein. Oui, c'est toujours propre. Ça, on ne le dit pas souvent, mais c'est toujours propre. Qui a dit qu'Abidjan était la perle des ordures? Non, ça c'est la propreté. Vous voyez que c'est propre, c'est beau, on est fiers d'être Abidjanais, d'être Ivoirien quand on regarde ces images. Autre route, Nessie, on a... Autre route, Marco. Trècheville. Trèchetown. Et le jour est magnifique. Hein. Le jour est magnifique, effectivement. Magnifique. Oui, les voitures respectent le feu, c'est bien. Et les piétons respectent les bandes. Voilà, c'est bon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il n'y a pas d'incident à signaler, pas d'accident ce matin, ça fait plaisir. Comme quoi, hier, tout le monde s'est bien reposé. En tout cas, tout le monde s'est bien reposé. Les rues étaient vides. Et on a notre caméra qui est un peu penchée. Je sais pas, ça... Elle nous oblige à pencher la tête. Elle nous oblige à pencher la tête. Chez vous aussi, bon, faites... En tout cas, il n'y a rien comme trafic en ce moment. Ouais, si, une voiture. On salue l'occupant de cette voiture, on ne sait jamais. Bonjour monsieur, madame, voilà, c'est Matin Bonheur. Nous sommes là avec notre réalisatrice et tous les techniciens, tous ceux qui travaillent. Et puis le plus jeune donc, de l'équipe s'appelle Crépin. Il est avec nous. En tout cas, merci à vous infiniment donc, de nous faire confiance pour vous réveiller. Nous allons aller maintenant du côté de Jacquesville. Jacquesville, c'est un endroit magnifique où on a de nouveaux taxis, tenez-vous bien, qui fonctionnent à l'énergie solaire dans la ville, Nessie. Effectivement, Marco, quand vous arrivez dans la ville de Jacquesville pour vos déplacements, désormais, vous avez le choix entre les taxis ordinaires et un nouveau type,
de taxis essentiellement avec des tricycles et quelques à 4 roues qui marchent à l'énergie solaire. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Herman Niamir nous fait le point à travers ce reportage. Ces taxis à 3 roues pour certains et 4 pour d'autres ont fait leur apparition à Jacquesville il y a un peu plus de 5 mois. Mais déjà, ils séduisent la population. Ici, on les appelle Saloni, du nom du film indien à succès diffusé sur les antennes de la RTI il y a quelques années. Le nom vrai, je ne maîtrise pas ça. On appelle ça Saloni. Ici, on appelle ça Saloni, c'est le nom Saloni. C'est dans les films de Saloni qu'on voit ça. Donc c'est pour ça que les gens appelaient ça comme ça. On regardait Saloni, c'est dans Saloni, j'ai aimé ça. Et maintenant que je suis venue voir mon époux, pour la première fois, il m'a fait monter dans ça, j'ai aimé. Doté d'un panneau solaire rechargeable, ce nouveau type de taxi aux petites tailles desservent tous les quartiers de la commune. C'est des voitures électroniques, voilà, énergie solaire, rechargeable quoi. Et vous avez le dispositif pour recharger ici? Oui, oui. Il y a une station d'énergie solaire. Voilà. Ce véhicule s'appelle Solar Véhicule et c'est fabriqué par mon patron qui s'appelle Parfait. Maintenant, à Jacquesville, on avait vu qu'au niveau des transports, il y avait la difficulté. Ce monsieur qui s'appelle Konaté Bala avait vu qu'il faut les choses pour pouvoir aider. Donc il a fait venir Parfait qui a envoyé ce véhicule, la pièce détachée, il est venu monter et on fait 100 francs partout à Jacquesville que tu veux partir. Depuis leur avènement, tout le monde les sollicite à cause du tarif que les usagers trouvent abordable. Pour quitter, rallier la ville à Sicor, il fallait débourser au moins 1000 francs ou bien 800 à 1000 francs pour prendre un taxi. Et alors on est obligé de marcher. Depuis que c'est arrivé, avec 100 francs, on va, 100 francs on revient. Jusqu'à 21h, 22h, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement. Avant, c'était un peu compliqué, mais maintenant, depuis ces véhicules-là sont arrivés, c'est facile pour nous de pouvoir l'emprunter. Quel est l'avantage? L'avantage, bon, c'est moins cher, il n'y a pas de problème. Pratique, sécurisant, moins coûteux et facile à se déplacer dans tous les différents recoins de la ville, même en temps de pluie, ces taxis solaires ont mis fin au diktat des taxis ordinaires. Sincèrement, ça nous ménage. Quand ils étaient arrivés, nous, on a cru que bon, ce sont des véhicules qui vont faire la ville, mais après arriver à un certain moment, on voit que vraiment ces chauffeurs ne nous permettent pas de travailler, sincèrement. Ils ne nous permettent pas de travailler. Et on n'arrive pas à avoir les recettes des propriétaires de véhicules. C'est le même transport, mais pour eux et pour nous, ça fait deux. Parce qu'eux, ils ne payent pas le carburant, et ils ne payent pas le carburant. Nous payons le carburant. Bon, on ne sait pas, nous, on paye les tickets syndicales, mais eux, ils ne prennent pas. Ça ne nous arrange pas également. Les chauffeurs des taxis ordinaires qui dénoncent une concurrence déloyale ont été contraints de revoir leurs tarifs à la baisse. Ils se sont même alignés sur les coûts pratiqués par les taxis solaires, chose qui profite désormais aux usagers. Mais malgré cette réduction de tarifs, certains usagers préfèrent les Saloni qu'ils trouvent exotiques. Je préfère ce type de véhicule-là, parce qu'ils sortent de l'ordinaire. Bon, en général, c'est dans les films indiens qu'on voit ce type de voiture. Donc, la première fois que je l'ai vu, moi, j'étais étonné. Grâce aux nombreuses sollicitations, les conducteurs des taxis solaires font de bonnes recettes. Ils s'en sortent avec une recette journalière d'au moins 10 000 francs CFA. À ce jour, la ville ne dispose que de 2 taxis solaires à 4 roues et 6 à 3 roues. Très insuffisant selon les usagers qui souhaitent que le promoteur augmente sa flotte afin de soulager la population. Les Saloni, c'est du côté de Jacquesville, la ville du maire Joachim Begré, grand journaliste ancien, et Boni, que nous saluons respectueusement, et puis toutes les personnes qui sont à l'initiative de ce moyen-là qui permet vraiment... C'est là qu'on voit que la concurrence aide, hein, ça aide et surtout ça fait du bien à la population. N'est-ce pas, Noël? Vous qui êtes féru de technologie, c'est bon ça? Absolument, et c'est profitable aux consommateurs. C'est des technologies qui sont initiées et c'est vraiment valorisant. Je pense qu'il y a vraiment un avenir à l'arrière, donc on devrait tous se mettre à ce diapason. Absolument. On va en venir à vous tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de crypto-monnaie. Crypto-monnaie, ce sera dans quelques instants après certaines informations, n'est-ce pas, mademoiselle Nessie? Effectivement, Marco, aujourd'hui marque le jour anniversaire de Naomi Campbell, top modèle et actrice britannique. Je vois chanteuse ici, mais non.
Naomi Campbell, oui, des fois elle chante aussi. Elle est polyvalente, oui. L'une des plus belles femmes noires de tous les temps qui a vraiment porté l'étendard donc de la peau noire de l'Afrique sur les thés du monde entier. Naomi Campbell, top modèle, chanteuse, actrice, artiste polyvalente, multiple, multiforme, qui célèbre aujourd'hui un an de plus. 1970-2018, ça fait exactement 48 ans, c'est ça? Eh bien, dis donc, ça va assez vite quand même. Ça fait 48 ans. C'est ça, 48 ans ou 58 ans? 48. 48. C'est l'âge qui avance. C'est l'âge. Ça va très très vite. Ouais. Et Marco, elle était surnommée dans le temps la déesse des podiums. Et puis franchement, quand on la voit, elle peut toujours défiler. Hein. Je connais des dames moins âgées, mais qui ne peuvent plus défiler. Elle, franchement, elle peut. Elle est bien. Elle est jolie. C'est ça, hein, la peau noire. Quand on a la peau noire, on vit longtemps et on est joli longtemps. Et surtout quand on garde la peau noire, qu'on l'entretient bien. Bien sûr. Voilà. Parce qu'après, quand on se dépigmente, on a tendance à vieillir beaucoup plus vite. Alors, nous avons également, on va célébrer un décès, mais quelqu'un qui nous a quitté, une grande personnalité du monde littéraire, Victor Hugo, qui est parti donc un 22 mai 1885, écrivain, poète, homme politique, académicien, intellectuel, engagé français, qui est né, je vous le rappelle, le 26 février 1802. Victor Hugo, j'aime bien une de ses citations, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. C'est ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front. Ça, vraiment, Victor Hugo. Et puis, l'amour d'une mère, l'amour qu'on a du mal à oublier. Quelques-unes des citations de Monsieur Victor Hugo. Et puis, le 22 mai 1848, abolition de l'esclavage en Martinique. C'est un grand moment. Un très, très grand moment pour les Noirs, Marco. Aujourd'hui, c'est la Saint... je me retrouve, la Émile, la Sainte Émile. Marco, Émile, du latin Emmaüs, nom d'une importante famille romaine, et du grec émalos, qui veut dire gracieux, séduisant, vous le saviez? Non, pas vraiment. Voilà, séduisant, rusé. Voilà. Donc, Émile, prénom dérivé, on a Émilus, on a Mille, on a Milo, on a Milou. Allez, les Émiles sont des hommes au caractère bien trempé, de grande volonté et au courage inépuisable. Oui, Milou. Aujourd'hui également, on est ici, on va laisser Milou pour souhaiter joyeux anniversaire à une icône intemporelle, un masque tutélaire de la chanson mondiale française, arménienne, c'est selon le côté où on se place. Il s'appelle Charles Aznavour, auteur, compositeur, interprète et acteur. C'est vraiment, il a des compositions magnifiques. Vous vous rappelez d'une des chansons de Charles Aznavour? Bon, allez-y. Non, ici quand même. Bon, allez-y, je vous suis. Viens voir les musiciens, voir les comédiens. Bien. On entend la réalisatrice chanter. On entend la réalisatrice chanter. Elle aime les bonnes choses. Donc, elle aime forcément Charles Aznavour. Et puis, la bohème, ça voulait dire... Mais vous ne connaissez pas les chansons de Charles Aznavour? La bohème, Marco, mais je ne saurais chanter avec ma voix. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Marco, en fait, vous avez une meilleure voix que moi. Affiché. Enfin, bref... Ça me rappelle mes origines. Bien sûr. Oui, ça me rappelle mes origines. Un autre talent. Un autre talent, oui. Voilà, ce matin, mon heure, c'est comme ça. On est très heureux de se réveiller le matin et de faire en sorte que vous puissiez l'être en notre compagnie. Maintenant, nous allons aller dans le giron de la technologie. C'est parti. Technologie avec Mister Techno. Absolument. Alors aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. Oui. Nous allons voir ce que c'est, qu'est-ce que la crypto-monnaie. Si vous êtes assez fréquent sur les réseaux sociaux ou alors sur Internet en général, vous avez dû voir des publicités qui parlent un peu de Bitcoin et tout. Ah, justement. Tout à fait. Je voulais poser la question, c'est la même chose. Bien sûr, c'est la même chose. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. D'accord. Donc nous allons voir la crypto-monnaie, nous allons voir son fonctionnement, qu'est-ce que c'est précisément. Nous allons parler donc du cas pratique du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie qui a la plus grande communauté d'utilisateurs. Nous allons voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et nous allons voir comment est-ce qu'il est sécurisé, comment le Bitcoin est sécurisé par la blockchain et comment est-ce qu'on peut miner du Bitcoin pour en gagner. Alors, si vous n'avez pas compris grand-chose à cette phrase, vous êtes à la bonne adresse. Moi, je n'ai pas compris. Alors, on y va. Alors, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est donc une monnaie numérique. C'est une monnaie numérique qui s'échange sur un réseau décentralisé. Donc, par le passé, tout ce qui est commerce date de vieilles histoires, hein, ça date de la civilisation. Au départ, on a commencé par le troc, ensuite la monnaie basée sur l'or, ensuite la monnaie fiduciaire et aujourd'hui les cartes de crédit. Alors, les banques centrales créent la monnaie, elles créent les billets, les banques commerciales
sécurisent les transactions et elles prennent également des commissions. Tout cela génère des frais. Alors, à un certain moment, certaines personnes se sont posées des questions. Est-ce qu'il n'était pas possible de concevoir des moyens, des systèmes différents? Et Satoshi Nakamoto, en 2009, ceci est un pseudonyme, on ne sait pas véritablement qui se cache derrière, il s'est posé cette question. Et il s'est dit, puisqu'on évolue dans un monde numérique, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un système de paiement entièrement numérique? Il a alors créé ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, c'est une monnaie numérique qui est basée uniquement sur Internet. Alors, les altcoins, qui sont les crypto-monnaies, pour dire monnaie alternative, il en existe plusieurs, on en a créé plusieurs, mais la plus grande, celle qui a la plus grande communauté d'utilisateurs, c'est bien le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Nous allons voir donc qu'est-ce que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Donc, cette crypto-monnaie a un fonctionnement entièrement numérique. Il n'y a pas de pièces matérielles, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces de monnaie, il n'y a pas d'argent palpable qui fonctionne. C'est entièrement numérique, tout se fait via Internet. C'est entièrement sécurisé parce que les données sont cryptées. Tout est très sécurisé, tout est entièrement crypté et tout. Cette monnaie n'appartient à aucun État. Donc, c'est entièrement sur Internet. C'est comme Internet. Internet n'appartient à aucun État. Mais une grosse arnaque, hein, c'est très, très dénoncé en France. Alors, il y a beaucoup de spéculation qui est faite autour. Il y a beaucoup de... Certaines personnes l'utilisent pour s'enrichir de façon très illicite, de façon très rapide. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie qui avant était utilisée sur le darknet, donc Internet secret, Internet caché, aujourd'hui est en train de se redorer un peu le blason en essayant de développer des sites. Et aujourd'hui, il y a des milliers de sites qui acceptent les paiements via Bitcoin. Et donc, c'est en train de se donner une nouvelle image, en fait. Donc, on peut acheter quoi avec le Bitcoin? Alors, tous les sites Internet qui autorisent, qui acceptent les paiements par Bitcoin, on peut donc acheter tous les biens et services sur Internet. Ça peut être des moyens du matériel, ça peut être des biens, des services, de l'achat carrément, donc tout ce qui est commercialisé, tout ce qui concerne le commerce. Et l'utilisateur peut accepter de recevoir du Bitcoin en contrepartie. Donc, comment est-ce que le Bitcoin fonctionne? C'est quand même très simple. On doit d'abord se créer un compte sur Internet. Donc, il y a des sites spécialisés pour cela. On crée un compte sur Internet et ce compte est crédité chaque fois qu'on veut approvisionner son compte. Et comment on approvisionne son compte? Eh bien, justement, il y a plusieurs manières d'approvisionner son compte. Comment est-ce qu'on gagne du Bitcoin? Donc, on peut le faire via un des guichets automatiques. Donc, le Bitcoin est une monnaie entièrement électronique. Elle est très sécurisée. Elle fonctionne uniquement sur Internet. Elle est cryptée. Il y a plusieurs niveaux de cryptage, plusieurs niveaux de sécurité. Et donc, on se crée un compte sur Internet. C'est entièrement archi simple. Le créateur du Bitcoin est Satoshi Nakamoto. C'est assez flou. L'histoire du Bitcoin est assez floue parce qu'on ne sait pas véritablement qui se cache derrière Satoshi Nakamoto. C'est un programmeur ou alors un groupe d'utilisateurs. Donc, il a conçu ce système de paiement en 2009. Alors, le Bitcoin est la plus grande communauté avec pas moins de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde aujourd'hui. On l'utilise sur Internet pour effectuer des paiements de biens et services. Tout ça entièrement dématérialisé. Alors, le Bitcoin n'a pas de billets. Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de pièces pour le Bitcoin. Tout est entièrement numérique et se fait sur Internet. Le Bitcoin n'appartient à aucun État. Il n'y a pas de pièce physique qui représente le Bitcoin et elle n'est régie, donc cette monnaie-là n'est régie par aucune banque centrale. Il n'y a pas d'institution qui certifie le Bitcoin. Elle est simplement suivie par la communauté elle-même, par les utilisateurs. Donc, on va voir comment est-ce que cela se fait grâce à la blockchain qui sécurise toutes les transactions du Bitcoin. C'est d'ailleurs d'où le nom Bit pour unité de mesure en informatique et coin pour pièce de monnaie en anglais. Bitcoin. Oui, exactement. Donc, la valeur du Bitcoin varie, ça fluctue énormément. Donc, au départ, c'était assez faible avec à peine 10 € au début 2013. Et au-delà de 2013, on est passé carrément à 1000 $. Donc, ça varie énormément. Alors, le Bitcoin est entièrement sécurisé. Alors, comment est-ce que le Bitcoin fonctionne? Si le Bitcoin est si sécurisé, pourquoi certaines personnes dénoncent la fraude? Parce qu'il n'y a pas d'institution qui régit justement l'utilisation du Bitcoin. C'est les utilisateurs eux-mêmes qui sécurisent les transactions. Donc, il n'y a pas de valeur, en fait. C'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Plus la demande est élevée et l'offre est réduite, la valeur monte. Donc, on se crée donc un compte sur Internet, sur des sites spécialisés, et on peut donc approvisionner son compte par Bitcoin. Mais il y a deux manières de le faire. On va voir qu'il y a de nouveaux outils qui sont conçus qui permettent d'approvisionner son compte. C'est ce qu'on appelle les QR codes. Donc, ce code permet de sécuriser les transactions. Lorsque vous pouvez donc faire des transferts de Bitcoin, vous pouvez transférer du Bitcoin à un destinataire, vous pouvez recevoir également des Bitcoins. Cela permet d'approvisionner votre compte. Donc, ces données sont, comme on a dit, cryptées. Lorsque vous voulez transférer du Bitcoin à un utilisateur, cela se fait donc via Internet, il y a un QR code, il y a un code qui est un peu la représentation du numéro de compte du client. C'est crypté, donc c'est codé. Et lorsque vous voulez effectuer le transfert, vous devez valider. C'est un peu comme une sorte de mot de passe. C'est le deuxième QR code qui permet de sécuriser le transfert. Donc, on peut transférer de l'argent, transférer du Bitcoin d'un utilisateur à un autre. Et tout cela est sécurisé par le cryptage, par des moyens de cryptage. Et c'est donc sécurisé. Enfin, ça ne laisse pas de traces véritables sur Internet. On n'a pas besoin d'entrer des données bancaires ou alors d'entrer ses identifiants. Donc, il y a moins de risques de vol. Et tout cela est sécurisé également par la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, c'est la technologie qui permet de sécuriser le Bitcoin.
comme on a dit, il n'y a pas d'institution derrière le Bitcoin qui vérifie toutes les transactions. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes, au moyen d'ordinateurs. Alors, on va prendre un cas pratique tout simple. Un utilisateur a un ordinateur très avancé et il décide donc d'aider la communauté à sécuriser toutes les transactions qui sont effectuées à l'intérieur de la communauté du Bitcoin sont vérifiées par les ordinateurs. Donc les ordinateurs vont décrypter, des ordinateurs partout dans le monde, il n'y en a pas moins de 300 000 aujourd'hui. Elles vont enregistrer à chaque fois tous les transferts, toutes les opérations qui sont faites d'un compte Bitcoin à un autre. Et tout cela est enregistré dans un grand livre, une sorte de grand cahier comptable. Et ce cahier comptable est disponible en consultation gratuite par tout le monde. Donc c'est un cahier ouvert. Donc les transactions sont sécurisées, elles sont infalsifiables. C'est donc ce système, cette technologie qui sécurise tout ce qui est transaction sur le Bitcoin. Donc c'est la blockchain, ce système, cette technologie qui permet de décentraliser tout ce qui est sécurisation du Bitcoin qui est utilisé, qui s'appelle donc la blockchain. Donc la blockchain, c'est le moyen de sécuriser le Bitcoin. Alors à ce moment-là, on se demande comment gagner du Bitcoin, comment est-ce qu'on peut en avoir? Il y a trois méthodes. Assez simple, de façon générale, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est bien d'approvisionner son compte, donc d'échanger son argent contre du Bitcoin. Si vous avez une devise, des francs CFA, des dollars, des euros, vous pouvez donc convertir cette somme-là en Bitcoin. Il y a aujourd'hui des guichets automatiques, il y en a très peu dans le monde, hein, c'est très rare, qui permettent donc le guichet automatique avale votre devise, votre argent, et va créditer votre compte Bitcoin. Ce compte crédité, ici, je ne crois pas qu'il y en ait. Ici, il y a plus des bureaux, je pense, des sortes de bureaux de change. Donc, ce compte crédité vous permettra de faire des achats sur Internet. Alors, la valeur du Bitcoin a augmenté. Au départ, c'était à peine 10 euros, au début 2013. Aujourd'hui, un Bitcoin tourne autour de 3 à 4 000 euros. Donc, la valeur a carrément monté. Mais c'est une valeur qui fluctue énormément. Donc, ça varie d'un jour à un autre. Et donc, le premier moyen, c'est donc de convertir son argent espèce en Bitcoin. Le deuxième moyen, c'est de se faire rémunérer en Bitcoin. Vous avez par exemple un bien ou service, vous souhaitez le vendre, vous souhaitez le commercialiser, vous dites je le vends uniquement par paiement en Bitcoin. Donc, c'est uniquement les utilisateurs, ceux qui ont du Bitcoin, qui pourront vous rémunérer et acheter votre bien. Donc, il y a aujourd'hui des promotions immobilières, des propriétaires immobiliers qui décident de louer leur appartement et être payés uniquement en Bitcoin, ou alors des restaurants où on paye par Bitcoin. La troisième méthode est la plus complexe, plus ou moins, c'est ce qu'on appelle miner du Bitcoin. Donc, en quoi ça consiste? Le protocole du Bitcoin crée chaque 10 minutes un nouveau Bitcoin. Et ce Bitcoin est attribué à celui qui décide d'utiliser ses ressources, d'utiliser son ordinateur pour vérifier, pour sécuriser les transactions du Bitcoin. Donc, c'est ainsi que des personnes se mettent donc à utiliser leurs ordinateurs, leurs équipements, des ordinateurs très perfectionnés pour sécuriser ces données, pour retracer toutes les transactions qui sont faites par le Bitcoin. Donc, au fur et à mesure, ça fonctionne ainsi. Mais qui régule tout ça? Ben, ce sont les utilisateurs eux-mêmes. Est-ce que, je ne sais pas, il y a une association spécifique, si on a un problème, vers qui se tourner? Parce que les utilisateurs, c'est un peu vague. Mais c'est sécurisé parce que c'est enregistré au fur et à mesure. Voilà, c'est enregistré et on ne peut pas modifier tout ce qui a été enregistré. C'est crypté, c'est codé. Donc c'est ce qui sécurise en fait le Bitcoin. Donc il faut avoir vraiment la précaution de tous les instants. Il est 6h27. Nous allons maintenant au journal, mais avant la météo. Merci d'être à Matin Bonheur. On se retrouve juste après. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La plupart des régions du pays seront instables dès le début de matinée et des pluies seront possibles sur les régions le long du pourtour océanique et celles des régions forestières. En allant vers les régions du centre, le ciel sera fait de nombreux nuages bas et ces nuages pourraient laisser ci et là par endroits des pluies. Plus au nord, l'instabilité sera aussi présente dès le début de matinée et de nombreux cumulus seront présents dans le ciel suite au fort ensoleillement. Température prévue pour la matinée, nous aurons 23 degrés à Abidjan, 22 degrés sur la ville d'Adiaké, 25 degrés à Bandoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Daloa comme à Dimbokro, Gagnoa 24 degrés, Korogo 24 degrés, le mercure affichera 23 à Mans, il fera 25 degrés à Odiéné, San Pedro 22 degrés, Sassandra marquera 23 degrés, 22 degrés sur la ville de Tabou et Yamoussoukro 22 degrés. L'après-midi, la zone de convergence intertropicale sera encore active sur l'ensemble du pays du golfe de Guinée. L'après-midi sera perturbé par des pluies sur les régions littorales et forestières et à l'ouest et au nord, de nombreux cumulus présents dans le ciel pourraient se transformer peu à peu pour donner orage accompagné de pluies parfois fortes sur les régions de l'ouest comme le nord. L'est ne sera pas en marge avec les averses parfois orageuses vers le milieu de période et après ces pluies, on pourra remarquer un ciel simplement nuageux.
Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 29 degrés sur la ville d'Adiaké, Bandoukou 33 degrés, Boaké 32, il fera 32 degrés à Daloa comme à Dimbokro, Gagnoa 31 degrés, Korogo 35 degrés, le mercure affichera 28 à Mont, Odiéné 35 degrés, il fera 30 degrés sur la ville de San Pedro, 29 degrés à Sassandra, Tabou 28 degrés et Yamoussoukro 31 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Ce mardi 22 mai marque la journée internationale de la biodiversité. Elle consiste à sensibiliser les citoyens à la richesse des espèces végétales et animales sur Terre. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette journée. On en parle avec Patricia Omouetia. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur Terre et dans la mer. Malheureusement, de nombreuses espèces disparaissent à cause des actions irresponsables de l'homme, notamment la pollution de l'environnement. Depuis la prise de conscience de la destruction de ce patrimoine vivant et de ses conséquences sur le bien-être des hommes au début du siècle, la communauté internationale se mobilise-t-elle pour inverser la tendance? Chaque habitant de la planète peut participer au ralentissement de la perte de biodiversité en s'intéressant à son environnement. Cette campagne menée par le gouvernement ivoirien sensibilise les citoyens à la préservation des richesses des espèces végétales et animales. Cette année 2018, la Convention sur la diversité biologique célèbre ses 25 ans d'action pour la biodiversité. La célébration de ce 25e anniversaire sera pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour le monde entier, l'occasion d'informer et de sensibiliser l'ensemble des peuples sur les enjeux de la sauvegarde de la biodiversité. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, plusieurs activités sont organisées pour montrer à quel point la biodiversité est importante pour le développement durable. Un immeuble a été ravagé par les flammes à Angré, 8e tranche, dans la commune de Cocody. Selon les témoins, l'incendie a été déclenché par le four d'un restaurant situé juste au bas de l'immeuble aux environs de 14 h hier. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels ont été constatés. Au total, 9 appartements de l'immeuble sont partis en fumée. Ouverture hier de la 71e Assemblée mondiale de la santé. La rencontre se tient à Genève. Elle enregistre la participation de plus de 7000 délégués venus du monde entier. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur la couverture maladie universelle. Mamadou Kwasi. La couverture sanitaire universelle est au centre de cette 71e Assemblée mondiale de la santé, ouverte ce lundi 21 mai à Genève. Une rencontre qui a mobilisé plus de 7000 délégués venus du monde entier pour échanger sur les différents problèmes que chacun rencontre dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire. L'invité spécial de cette session est le président du Rwanda, par ailleurs président de l'Union africaine. Paul Kagame est venu partager le modèle de réussite de la couverture maladie universelle de son pays. Une politique basée, selon lui, sur la volonté des agents à sauver des vies tout en s'impliquant véritablement dans la prise en charge des malades. Paul Kagame souhaite convaincre davantage ses pairs
pour une mise en œuvre effective de cette politique sur l'ensemble du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, qui est dans une phase pilote de cette politique, sa vulgarisation va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et à réduire les risques liés à la santé de la mère et de l'enfant. La Côte d'Ivoire prépare la généralisation de la couverture maladie universelle et nous avons été interpellés par l'OMS pour que nous puissions accélérer la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La mortalité maternelle infantile est pour nous essentielle. Et nous voulons remercier le président de la République parce que le fait de nous permettre d'avoir du recrutement, n'est-ce pas, du personnel des agents de santé nous permettra de couvrir les différents silences sanitaires que nous avons sur toute l'étendue du territoire. Et lorsque nous partageons ici à l'OMS avec tous les collègues, on se rend compte que nous avons les mêmes difficultés en termes de disparité. Le directeur général de l'OMS s'est félicité de l'avancée de cette politique de couverture sanitaire dans plusieurs pays. Il invite donc les pays en phase d'essai ou en retard à s'intéresser véritablement à cette politique qui va contribuer à un meilleur impact des actions sanitaires sur la population, tout en réduisant les coûts de soins de santé. L'ouverture de la 71e Assemblée mondiale de la santé marque le 70e anniversaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, créée en 1948. Une autre rencontre se tient aujourd'hui à Busan, en Corée du Sud. Il s'agit des 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Thème choisi, l'accélération de l'industrialisation en Afrique. Avant ces assemblées, le secrétaire général de la BAD a échangé avec la presse ici à Abidjan. Il est revenu sur les potentielles retombées de ce rendez-vous pour l'Afrique. Jean-Luc Bangou. Pas de développement en Afrique sans industrialisation. C'est autour de cette idée maîtresse que se tiendront les 53e Assemblées annuelles de la BAD à Busan, en Corée du Sud. Un accent particulier sera mis sur la nécessité de promouvoir ces grandes infrastructures qui contribuent de manière significative à la croissance économique des pays. La banque va donc, lors de ces assemblées annuelles, organiser un événement visant à partager le savoir sur l'accélération de l'industrialisation en Afrique, de sorte à permettre de mobiliser des ressources financières à cet effet. Cela va présenter, renforcer le rôle de la banque comme agent de transformation. Eau, électricité, transport, le continent doit investir entre 71 000 et 93 000 milliards de francs CFA par an dans ces infrastructures, alors que les investissements n'ont atteint que 34 000 milliards de francs CFA en 2016. Un déficit que s'attelle à combler la BAD. La banque a adopté les High Five, les 5 objectifs prioritaires, éclairer et fournir l'Afrique en énergie, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et ces objectifs sont alignés sur les ODD. Tout en expliquant le choix de la Corée du Sud pour abriter cette 53e Assemblée annuelle, le secrétaire général de la BAD a souligné le rapport du continent africain à ce pays qui est passé par des épreuves semblables à celles connues par nombre d'États africains. Parlons agriculture. L'anacarde, une spéculation à fort potentiel industriel, va connaître un nouvel essor avec le prêt de 107 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Comment ce prêt va-t-il impacter la filière? Des éléments de réponse avec Noël Niagnou. La filière anacarde poursuit son embellie 5 ans après sa réforme. La campagne 2018 affiche des résultats satisfaisants sur la période. Nous sommes à 62% des objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir 530 000 tonnes achetées à la date du 4 mai et 262 000 tonnes exportées. Il faut rappeler qu'à la même période 2017, nous étions à 520 000 tonnes. Ce qui veut dire que nous avons dépassé les réalisations de 2017 de 10 000 tonnes à la date du 4 mai. Le bémol de cette campagne, les prix sont moins volatiles. La courbe de la commercialisation est montée beaucoup plus lentement cette année. Les 3 dernières années, les prix sont montés jusqu'à 800 francs, voire 900 francs et même 950 francs dans certaines localités. Alors cette année, les prix sont tassés autour donc de 500-600 francs. Devenu stratégique pour l'agriculture ivoirienne, sa durabilité préoccupe le pouvoir public. Voilà qui explique l'accord de près de 107 milliards par la Banque mondiale avec 4 composantes déterminantes pour le développement de la chaîne des valeurs. La première composante fait appel au renforcement institutionnel et gouvernance donc, de la chaîne des valeurs. La deuxième
composante est donc l'amélioration de la productivité et l'accès au marché. La troisième composante, donc, c'est le développement des infrastructures industrielles pour la transformation et à l'appui et l'investissement privé. Et la quatrième composante est bien sûr la coordination. Au-delà de tout, la transformation reste le point d'orgue de ce prêt. Dans cette optique, 4 plateformes industrielles opérationnelles de leur acquisition par les investisseurs vont être réalisées à Bouaké, Bandoukou, Korogo et Séguéla. Lorsqu'un investisseur veut implanter son unité, il faut qu'il lève les contraintes liées au foncier. Il faut qu'il lève les contraintes liées à l'électricité. Il faut qu'il lève les contraintes liées à l'amener de l'eau, à l'adduction d'eau. Alors, toutes ces contraintes sont des contraintes parfois fortes et parfois insurmontables pour un investisseur qui n'est pas national. Et même quand il est national, ce n'est pas toujours évident. Donc, ces plateformes seront donc des plateformes totalement aménagées. Et lorsque vous voulez créer votre usine, vous venez avec les plans, tout simplement les plans dessinés par votre architecte. Vous implantez votre usine, vous implantez vos magasins si vous en avez besoin et vous commencez à fonctionner. Pour une meilleure gestion de ces plateformes, le Conseil du coton anacarde invite les éventuels investisseurs à faire diligence. En culture, une quarantaine de tableaux sur l'immigration irrégulière sont exposés à l'Institut français. Cette exposition du peintre Jacques Bleu vise à communiquer avec les jeunes sur ce fléau. Issaïou. Des silhouettes englouties par les vagues de la mer, des bateaux de fortune en train de chavirer en plein océan et des hélicoptères survolant la mer pour secourir des migrants. Ces tableaux reflètent les pires moments que vivent les candidats à l'immigration irrégulière lors de la traversée de la mer. Le peintre Jacques Bleu, à l'aide de son pinceau et des tableaux, informe et interpelle. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye avec la vente des esclaves et des hommes qui sont traités comme des animaux. Nous pensons qu'il est temps que les uns et les autres puissent agir dans un sens à pouvoir sensibiliser, à pouvoir aider à la compréhension. Le manque d'emploi, l'envie de découvrir l'Eldorado ailleurs, la fuite des calamités naturelles et des guerres sont autant de causes qui poussent les populations à immigrer. Ce tableau peut sensibiliser nos jeunes frères ivoiriens. Ça nous fait mal au cœur, l'immigration irrégulière, et on essaye de tout faire pour empêcher ça, pour sensibiliser nos frères qui sont là, de ne pas partir en mer, de partir sur la voie légale. En 2017, plus de 3000 migrants ont péri dans la mer, des décès qui interpellent la conscience collective. Il est vraiment très important que les artistes aussi s'y mettent, parce qu'à travers la peinture, ils peuvent déjà exprimer leur colère à travers ce phénomène qui n'est vraiment pas une très bonne image pour notre pays, la Côte d'Ivoire. De voir tous ces jeunes Ivoiriens partir de l'autre côté à la recherche d'un rêve qui malheureusement se transforme en fatalité. C'est des tableaux impressionnants, c'est une matière qui mobilise le monde aujourd'hui et chacun, y compris les hommes de culture et des arts, doivent apporter leur contribution. C'est un travail de longue haleine, c'est chaque jour un tout petit peu et c'est donc l'eau qui va tomber goutte à goutte qui va finir par percer le plus dur rocher. Une quarantaine de tableaux, 3 photos d'art et une installation avec des films vidéo sont exposés jusqu'au 31 mai à l'Institut français au Plateau. Sous d'autres cieux, 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadou Youla et de son gouvernement, le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau chef de gouvernement en la personne d'Ibrahima Kassori Fofana. Économiste de formation, Kassori Fofana est une personnalité bien connue des Guinéens. Les États-Unis ont menacé l'Iran des sanctions les plus fortes de l'histoire si Téhéran ne se plie pas à leurs conditions draconiennes pour conclure un nouvel accord beaucoup plus vaste après le retrait américain controversé du texte sur le nucléaire iranien. Téhéran n'a pas tardé à réagir. Le monde d'aujourd'hui n'accepte pas que les États-Unis décident seuls à sa place, a affirmé le président Hassan Rouhani. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci beaucoup Maï. Très belle comme toujours. Hein. Très bonne fin de journée.
Allez, la suite, ce matin bonheur, Marco. La suite dans le Money Time de Matin Bonheur, on aura le plaisir de discuter avec le greffier en chef de la cour d'appel de Bouaké, maître Doulou Jean-Pierre, qui est en train de s'échauffer, façon de parler, dans la salle VIP du maquillage, pour nous parler un peu de rôle, de mission, de tout ce qui rythme le monde donc, des greffes, des greffiers. Mais avant, sur ce plateau, on a le monsieur entrepreneuriat de notre émission. Jingle. No jingle. Allez, Marco, avec lui aujourd'hui, on parlera de la gestion fiscale des PME. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. La gestion fiscale des PME, il faut dire que généralement, les jeunes entrepreneurs ont peur des impôts. Enfin, ce n'est pas seulement les jeunes entrepreneurs, pratiquement tout le monde a peur des impôts. Or, il ne faut pas avoir peur des impôts. L'État doit financer ses charges et les impôts sont le meilleur moyen pour l'État de collecter des ressources. Et la première des choses à faire, c'est de connaître les impôts à payer. Il faut connaître les impôts à payer. Généralement, après le registre du commerce, on fait une déclaration aux impôts, la déclaration fiscale d'existence. Et sur la déclaration fiscale d'existence, l'administration fiscale vous dit, voilà les différents types d'impôts que vous devez payer. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. On a une déclaration fiscale d'existence ici et l'administration coche les différents impôts que vous devez payer. Donc ça, il faut le savoir. Avec le CPC aussi, on est bien guidé. C'est exactement la même chose. On est bien guidé. On est bien guidé, on dit, voilà les impôts à payer. Bon, généralement, les entrepreneurs, ils se contentent de la déclaration fiscale d'existence et ne regardent pas cette partie. Voilà les impôts à payer. Là, par exemple, j'ai une déclaration fiscale d'existence. On dit, votre régime d'imposition, c'est le régime simplifié d'imposition. Vous devez payer la patente, vous devez payer les impôts BIC, BA, les impôts BNC, la TVA, la taxe, ainsi de suite. Donc, l'entrepreneur doit prendre soin déjà de connaître les impôts qu'il doit payer. Voilà. De maîtriser même l'environnement des impôts. Voilà. Il doit connaître les impôts à payer. Deuxième chose... Il doit savoir comment ces impôts sont calculés. Il doit savoir comment ces impôts sont calculés. C'est sur quelle base l'administration fiscale applique le taux de l'impôt. Et ça aussi, c'est un gros problème pour les jeunes entrepreneurs. Ils doivent se former à la fiscalité. C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'être entrepreneur, il faut considérer l'impôt comme l'électricité qu'on paye, comme le loyer qu'on paye, comme les marchandises qu'on achète. L'impôt s'impose à nous. Donc, il faut savoir déjà quels sont les impôts que je paye et comment je calcule ces impôts. Il faut connaître le calcul de ces impôts. Quelle est l'assiette de ces impôts? Sur quoi est assis l'impôt qu'on me réclame? Vous voyez que déjà, si je connais les impôts que je dois payer, si je connais le mode de calcul de ces impôts, alors ça devient plus facile pour moi d'approcher l'administration fiscale. Et on l'accepte aussi. Et on l'accepte, puisque c'est consigné dans le document et c'est vous-même qui êtes allé à l'administration fiscale pour dire « je veux faire telle activité ». Et l'administration fiscale vous dit pour telle activité, voilà les impôts auxquels vous serez soumis. C'est un principe, vous avez accepté. C'est un contrat. Il ne faut pas fuir les impôts. Mais la méconnaissance des impôts font que certaines PME, bon, si on peut les appeler PME, décident de marcher dans l'informel. Dans l'informel. Ils évitent autant que possible l'impôt. Or, aujourd'hui, j'ai dans mon portefeuille des entreprises, des PME qui sont confrontées à des problèmes parce qu'ils n'ont pas pu avoir le quitus fiscal, donc ils ne peuvent plus postuler pour des marchés. Justement. Donc, ils sont bloqués. Et pourtant, si on avait suivi le chronogramme de détermination des impôts, des calculs de ces impôts, des paiements de ces impôts, alors il n'y aurait pas de
problème. Bon, on peut négocier aussi. On peut négocier. Voilà pourquoi j'ai dit il ne faut pas avoir peur de l'administration fiscale. Bien, moi, ce n'est pas mon rôle de faire la promotion des impôts, mais il faut que j'en parle aux jeunes entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur de l'administration fiscale. Parce que sans activité économique, l'État ne peut pas percevoir d'impôts. Donc l'administration fiscale elle-même favorise l'activité économique. Dès qu'on a un petit blocage, dès qu'on sent qu'on va avoir des retards au niveau du paiement, il faut déjà approcher l'administration fiscale. La négociation dont vous parlez se fait comment? Parce que des fois, il y a des pénalités, c'est vite arrivé. Oui, il y a des pénalités parce que quand vous attendez, que vous dépassez les délais, j'ai dit il faut connaître les dates de paiement de ces impôts. On vous dit tel impôt, c'est payable tel jour. Un peu comme nos factures. Voilà, un peu comme la facture d'électricité. On dit c'est payable tel jour. À partir de tel jour, si tu ne payes pas, on te suspend l'électricité. C'est exactement. Donc à quel moment on négocie alors? À quel moment on négocie? Lorsque j'ai des difficultés de trésorerie et que je sais que je ne pourrai pas payer mon impôt à temps, il faut déjà que j'approche l'administration fiscale pour lui dire attention, je vais avoir un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que les gens dans les services des impôts sont réceptifs à ce genre d'arguments. Alors, si vous vous cachez, le premier mois passe, le deuxième mois passe, le troisième mois passe, ils ont la déclaration fiscale, vous avez un numéro de compte contribuable. Donc, ils suivent vos activités. Mais ce n'est pas possible. Comment Nessie peut-elle créer une entreprise et puis ne pas faire de déclaration du tout? Ce n'est pas possible, ça. C'est un indicateur. Donc, on sent que vous êtes en train de tromper les impôts. Alors, la pénalité va s'appliquer. C'est exactement comme ça que ça se passe. Les téléspectateurs sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Ils ont tellement de questions à vous poser. Sur les impôts. Ça, je pense qu'à un moment donné, c'est l'administration fiscale qui va venir ici pour... Ah non, hein? C'est vous qui avez décidé de parler de ce thème-là, donc assumez. Alors, par rapport au PME. Oui, par rapport au PME. Il y a un qui dit il y a trop la pression fiscale est énorme. Vraiment, des fois, ça décourage les entreprises. Alors qu'au Ghana, les impôts vous prennent comme un bébé dans un berceau avec beaucoup de délicatesse. Pourquoi on n'a pas ça ici? Alors que franchement, on fait des efforts quand même en Côte d'Ivoire. Oui, on fait des efforts. C'est ce que j'ai dit. Quand ils disent la pression fiscale est trop, c'est-à-dire que vous avez la liste des impôts qu'on vous demande de payer. Puisque vous avez souscrit Monsieur Kouadio, disons la vérité. Les impôts traquent, si on peut parler comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un problème de l'administration fiscale. Mais moi qui suis conseiller des entrepreneurs, je leur dis, voilà ce qu'il faut faire. En fait, comme je l'ai dit tantôt, sans activité économique, il n'y a pas d'impôt. Mais donc, l'administration fiscale devait prendre les entrepreneurs comme des bébés. Mais des bébés qui doivent être responsables aussi. Quoique, l'administration fiscale aussi a des choses à dire. On va les inviter ici. Voilà. Parce que si cette administration-là est pointue et très accepte, c'est parce que quelquefois aussi, il y a des débordements, il y a des, sociétés véreuses, tout ça. Je vous comprends parfaitement. On était ici une fois, il y a un opérateur économique qui ne payait pas ses impôts, qui cachait ses activités. Bon, ça existe. Mais ça, c'est le problème de l'administration fiscale. C'est à elle d'aller détecter, d'aller prendre ces gens-là et appliquer toutes les sanctions. Mais pour les PME, je leur dis, vous connaissez les impôts à payer à partir de votre déclaration fiscale d'existence. Est-ce qu'à partir de la déclaration fiscale, on peut négocier le montant de ces impôts? Non, on ne négocie pas. Vous êtes dans telle activité, on vous dit c'est la TVA, vous vendez telle chose, la TVA c'est 18%. Vous l'appliquez, les 18%, on ne va pas revenir là-dessus. On ne négocie pas au cas par cas. L'administration dit c'est 18%, tout le monde est soumis à 18%. Maintenant, il se peut que lorsque vous appliquez les 18%... Est-ce qu'on peut négocier une exonération, par exemple, sur le pourcentage? Non. Non. Sur le pourcentage est voté par l'Assemblée nationale. Donc, c'est sur le montant. Pardon, sur le montant. Sur le montant, oui. Quand c'est trop, vous dites à l'administration, vraiment c'est trop,
diminue un peu. Je pense qu'ils sont de plus en plus flexibles. Hein. Ils sont flexibles. Ils sont de plus en plus flexibles. C'est ce que je conseille aux entrepreneurs. Quand le dossier n'est pas touffu, n'est pas suspect, voilà. ils sont de plus en plus... Mais il ne faut pas laisser le dossier être touffu. C'est là que vous intervenez. Voilà. Il ne faut pas le dossier être touffu. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut aller voir l'administration fiscale. Il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter et qui va être sensible à vos problèmes. Mais le problème, c'est qu'on laisse les taxes, les impôts s'accumuler et quand l'administration arrive, c'est trop tard. On a des pénalités de 200%, 300%, et bon, on s'expose à la fermeture de l'entreprise et choses. Mais vous voyez aussi qu'on ne peut pas tromper indéfiniment l'administration. Vous avez déclaré une activité. Et puis, on ne vous voit pas payer des impôts. Et pourtant, vous roulez carrosse, vous habitez une belle maison. Mais vous ne savez même pas que votre voisin peut être un inspecteur des impôts. Mais il dit, mais ce monsieur, il ne fait rien. Et puis, on lui dit, non, il a une entreprise dans telle zone. Ah, d'accord, OK, c'est un indice. Il va aller, il va vérifier, et on va mettre la main sur vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les impôts, on ne doit pas les fuir. C'est nous-mêmes qui allons, c'est nous qui disons. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire une activité sans avoir déclaré l'activité aux impôts. C'est comme vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde sans le déclarer. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans l'informel. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'entreprises. Elles attendent d'être véritablement assises, d'avoir plusieurs marchés avant d'aller. Voilà. Mais ça, c'est un problème encore de l'administration fiscale. C'est à elle d'aller et de voir qui doit payer l'impôt. Il faut noter le boulot abattu, honnêtement, par le CPC, qui accompagne et qui conseille beaucoup les entreprises. Absolument. Par exemple, vous pouvez créer une entreprise et puis vous n'avez rien, vous avez des difficultés. Vraiment, il y a une sorte de compréhension. Je vois des messages où on dit non, faut reconnaître aussi ce que l'entreprise, l'État fait. L'État fait énormément aide. Maintenant, parfois, c'est vrai, il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements, aucun système n'est parfait, mais il faut reconnaître qu'il y a un accompagnement qui est fait. C'est peut-être pas comme dans les autres pays, au Ghana, où tout le monde parle du Ghana. Moi, je prends... Mais bon, il y a un effort qui est fait concernant les réalités de notre pays. Vous voyez, par exemple, que moi, je vois des centres d'impôts implantés un peu partout. C'est pour encadrer les entreprises. Il y a même des émissions. Mais les PME, comme je le dis toujours, c'est cash. Une fois qu'ils ont la déclaration fiscale d'existence, ils s'occupent d'achat de marchandises, de vente de marchandises, ils payent l'électricité, ils payent la facture de téléphone. Mais quand on leur parle des impôts, ils disent, ah non, M. Kouadio, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci pour que... Non, moi, je ne suis pas là pour conseiller la fraude fiscale. Il faut que les PME apprennent à être des entreprises citoyennes. C'est-à-dire, on calcule le montant de mon impôt. Lorsque je ne peux pas payer, j'approche l'administration fiscale et on négocie. Parce que l'administration fiscale n'a pas intérêt à ce que l'entreprise soit bloquée. L'entreprise est bloquée, il n'y a plus d'activité. S'il n'y a plus d'activité, on ne peut plus embaucher et ainsi de suite. Donc tout ça, ça se tient. Voilà pourquoi l'administration fiscale aujourd'hui fait beaucoup d'efforts. Même si parfois, il y a des débordements. Mais comme Marco l'a dit, il y a des insuffisances partout, dans tout système. Mais c'est à nous de faire de telle sorte que les impôts soient payés correctement. En fait, il ne faut pas voir les impôts, c'est vrai que ça fait peur, les impôts, c'est vrai que traditionnellement, ça fait peur. Mais il faut plus les voir en partenaire. C'est un partenaire. Voilà, il faut plus les voir en partenaire et puis anticiper pour éviter le coup de bâton. C'est ça la gestion fiscale. Je connais les impôts que je dois payer. Je sais sur quoi on applique ces impôts. Je les calcule, je dis à l'administration fiscale, voilà, moi, je dois payer 1 million d'impôts. C'est mardi 22 mai. Mais franchement, je n'ai pas 1 million dans ma trésorerie. Je peux payer 300 000 francs aujourd'hui et puis après, je vais venir vous payer le reste. Bon, il y a toujours des arrangements qui se font. Voilà. Ou bien je ne peux pas payer les 1 million ce mois. Voilà, oui. 2 millions
Exactement. Tant que vous donnez de l'argent, tant que ça peut entrer, voilà. dans les impôts vont comprendre. C'est quand c'est vrai, et ça c'est la réalité. Moi j'ai un ami qui travaille dans les impôts dans un poste très très important, je ne dirais pas son nom ici, mais je vois souvent il y a des négociations au cas par cas. Au cas par cas. Et ce n'est pas des petits budgets, c'est pas des petits, c'est des donc grosses les gens assiettes. ne doivent pas se cacher. Oui, donc franchement ne vous cachez pas. Je préfère, même pour les factures, dans les différentes factures, on peut négocier. À plus forte raison pour les impôts. Les gens aussi, parfois, faut anticiper. Il ne faut pas à chaque fois, devant la première difficulté, dire non, les impôts, l'État ne fait rien. Non. Il faut être... Quand on est clair, ça aide. On est responsable. Maintenant, si vous avez une société bizarre, ou vous faites des choses bizarres, vous ne voulez pas qu'on mette le nez là-dedans, c'est un autre cas. Mais ça, on ne conseille à aucun opérateur économique d'être un fraudeur. Absolument. Il est 7 heures. Ouh là là, ça passe tellement vite, surtout quand on parle de sujets intéressants comme ça. Merci beaucoup. Merci. Et conseillez bien les entreprises afin que les impôts, tout ça au niveau de la fiscalité, c'est ça qui fait avancer le pays. Et puis aussi un autre débat, quand les gens payent régulièrement les impôts, il faut que les résultats soient là aussi, pour que tout le monde puisse en profiter. Soit dit en passant, je dis ça, je dis rien. Il est 7 heures, la pub, on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de cette émission. Mon bébé, il ne réagit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne réagit pas. Il rit. On va à l'hôpital. Mon enfant. Il est mal en point. Il est vraiment mal en point. Monsieur, qu'avez-vous donné à votre enfant? C'est la femme là. C'est qui la femme? La vendeuse de médicaments au marché Roxy. Elle m'a demandé d'écraser 2 comprimés. Et puis j'ai donné à Papouni. Tu as tué mon enfant. Tu as tué mon enfant. Calmez-vous, monsieur. Mon enfant. Nous allons arranger ça. Merci, docteur. Vous avez sauvé la vie de notre bébé. Madame, n'achetez plus les médicaments de la rue. Consultez toujours un médecin et achetez vos médicaments dans les pharmacies. Les médicaments de la rue, c'est la mort dans la rue. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sous la présidence de M. François Albert Amichia, ministre des Sports et des Loisirs, l'Office national des sports organise la cérémonie de réception des travaux de réhabilitation de la piscine d'État de Trècheville le jeudi 24 mai 2018 à 9h. Des infrastructures sportives de qualité au service des populations. C'est parti pour la caravane des valeurs du Nord. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire du Nord, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire des filles gourmands du Nord. Du Nord, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Retour sur le plateau d'ici, on y va. Effectivement, Marco, notre invité est bien installé. Maître Doulou Jean-Pierre, il est greffier en chef de la cour d'appel de Bouaké. Mais avant notre échange avec lui, nous allons regarder ce petit film.
Fonctionnaire attaché au ministère de la Justice, on retrouve le greffier dans tous les tribunaux, cours d'assises, tribunal pour enfants, chambre correctionnelle ou autres. Parmi les synonymes de greffier, on retrouve les thèmes quelque peu désuets aujourd'hui de scribe et de plumitif ou tout simplement d'employé. Malgré toutes ces appellations, les justiciables connaissent le métier de greffier. Certes, il fait partie du domaine juridique, mais que fait-il? Chacun y va de sa définition. Le greffier, c'est un acteur de l'appareil judiciaire qui se trouve au palais de justice, qui fait partie du système d'enrôlement quand il y a des plaintes qui sont posées et que l'huissier fait des requêtes. Il fait partie du maillon de justice qui rédige les actes. Le greffier, c'est quelqu'un qui travaille auprès des juges. Son rôle, c'est parce qu'il fait part de la justice. Donc, c'est de juger. Bon, je ne connais pas effectivement son rôle au sein d'un tribunal, mais ce que je peux dire, puisqu'il fait partie de la législation, puisqu'il est juge et tout, je pense qu'il a un rôle spécifique aussi. Le greffier, c'est un auxiliaire de justice. Il travaille en collaboration avec le juge. C'est un peu lui qui assure le secrétariat. Pendant les audiences, c'est lui qui prend les notes. Et c'est après lui qui conserve toutes les notes qu'il a prises, les décisions du magistrat, du juge, et en tout cas tout ce qui concerne le secrétariat du tribunal. Le greffier se définit comme un secrétaire spécialisé dans le domaine judiciaire, entre préparation et gestion des dossiers du juge, mais aussi la rédaction des procès-verbaux. Le greffier est devenu un rouage indispensable du système judiciaire. Alors, quand cette coopération grogne, difficile de travailler. Pendant la grève des greffiers, parce que moi j'ai toujours dit, normalement, que le juge, il doit forcément avoir des greffiers pour pouvoir, voilà. En tout cas, il faut des greffiers, mais pendant leur grève, les greffiers ne sont pas là, parce qu'il y a un petit manque. Et je vois que vraiment, ça ne peut pas faire fonctionner, en tout cas s'il y a des choses à faire, ça ne peut pas les faire fonctionner. Je vois que vraiment, il y a vraiment un blocage là. Il y a vraiment un problème, voilà, ça ne peut pas aller. J'ai déjà vu la grève des greffiers. J'ai déjà vu la grève. Et quand c'est comme ça paralyse totalement, disons, les audiences. Sans le greffier, le juge ne peut pas juger les gens parce que le greffier, c'est lui d'abord qui fait les papiers. Et en plus, après, on va devant le juge parce que c'est le greffier qui est d'abord le premier juge. Le greffier est important dans la société. Il est bien chose en justice, mais s'il n'est pas là, c'est pas bien. Le tribunal ne peut pas fonctionner parce que les greffiers ne sont pas là. À qui il faut adresser la parole. Donc le greffier n'est pas là, la justice est nulle. Sans le greffier, le juge ne peut pas travailler. Pendant la grève des greffiers, le tribunal est paralysé. Ce qu'on dit pendant une audience au tribunal doit être écrit. Et c'est lui qui écrit. C'est le greffier qui est la mémoire du tribunal. Donc sans lui, on ne peut rien enregistrer, on ne peut rien conserver et le juge n'a plus de mémoire. Maillon important dans la chaîne judiciaire, un rôle qui n'est plus à démontrer, mais qualité et compétences sont nécessaires pour mener à bien ce travail. En effet, face à la grande quantité de formulaires à remplir et aux délais à respecter, la principale qualité du greffier doit être la rigueur. Fréquemment en contact avec le public, le greffier doit être ouvert et social et surtout faire montre de polyvalence. Voilà, tout est dit ou pratiquement dit. Nous avons sur ce plateau, donc Nessie le disait à l'instant, Maître Doolou Jean-Pierre, administrateur des greffes et parquets hors grade, s'il vous plaît, greffier en chef de la cour d'appel de Bouaké. La grève est finie, hein? La grève est finie, les services sont repris. Les services sont repris. Ouais. Alors, nous, quand on parle de greffier, on parle forcément des greffes. Alors, c'est quoi le greffe? Bon, le greffe, si on fait référence à la loi 98-744 du 23 décembre 1998 portant organisation judiciaire, vu les dispositions de cette loi, le greffe peut être défini comme l'ensemble des services d'une juridiction animée par des fonctionnaires autres que magistrats, greffier en chef, greffier, personnel et administratif. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme définition du greffe. C'est l'ensemble des services animés par des fonctionnaires autres que magistrats, les services administratifs, juridictionnels et financiers d'une juridiction. D'accord, mais voilà. Comment on devient greffier? Avant, pour devenir greffier, c'était un concours ouvert à tout le monde, un concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Une fois réussi à ce concours,
Au départ, c'est par choix. Par choix, pour ceux qui désirent être greffiers, ils choisissent ce qu'on appelle la filière judiciaire. Il y a une formation de 2 ans entrecoupée pendant les périodes de vacances judiciaires de stages pratiques dans les juridictions. Mais depuis 2019, avec la création de l'Institut national de formation judiciaire, aujourd'hui, au sein de cet institut, 2009, on n'a pas en 2009, oui, non, 2009, pardon, en 2009. En avance sur votre temps. Donc, depuis 2009, avec la création de l'Institut national de formation judiciaire, à la ceinture de cet institut, il y a une école des greffes. Donc aujourd'hui, pour celui qui veut être greffier, il passe le concours d'entrée à l'école des greffes. Une fois il reçu, il y a une formation de 2 ans. Une année théorique et une année pratique dans les juridictions, bien dans les services de l'administration centrale de la justice ou des services qui relèvent du ministère de la Justice. Voilà. Mais une fois cette formation finie, avant même sa nomination et sa prise de fonction, il doit d'abord prêter serment avant d'entrer en fonction. Voilà un peu comment on devient greffier. Il y a combien de greffiers en Côte d'Ivoire? Environ 1000 et quelques? Actuellement, il y a 1042 greffiers en Côte d'Ivoire. Ton chiffre était bon alors. Voilà. Alors, c'est quoi le rôle concret du greffier? Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, pendant une audience, qu'elle soit solennelle ou une audience normale? Voilà. Dans votre j'ai bien suivi, certaines personnes intervenir disent que sans le greffier, le tribunal est paralysé. Bah oui, on l'a constaté lors de la grève. Voilà, donc déjà il faut dire que le greffier, c'est la cheville ouvrière d'une juridiction. Le greffier, il est en amont et en aval, pour ne pas dire la porte d'entrée et de sortie d'une juridiction. Donc il a d'abord... sa première tâche même, il a un rôle d'assistance du magistrat dans les cas prévus par les tests. Voilà. Un rôle d'assistance, c'est-à-dire quand il y a une audience, il faut la présence du greffier qui prend note du déroulement du procès. Et ce rôle d'assistant fait que dans les cas prévus par la loi où le greffier doit assister un magistrat, son absence équivaut à la nullité de toute décision qui serait prise. Cette décision serait nulle et de nul effet. Vous voyez déjà l'importance de la présence d'un greffier. À cela aussi s'ajoute de ces tâches juridictionnelles, il y a d'autres tâches. Quand une procédure fait son entrée dans une juridiction, c'est le greffier qui doit recevoir, enrôler ce dossier avant qu'elle ne soit proclamée pour une audience. Tu vois? Donc, il a un rôle aussi, quand les dossiers arrivent, il les reçoit dans un registre que chez nous, on appelle le rôle général. C'est un rôle chronologique, durant toute une année, qui reçoit tout ce qui rentre, surtout en matière civile, dans une juridiction. Il les reçoit, il met le dossier en état. Quand la date d'audience arrive, c'est lui qui fait ce qu'on appelle le rôle. Tout de suite, vous avez bien présenté le rôle sur votre tableau. On affiche pour dire que telle affaire passe tel jour. Tout cela, c'est le greffier qui fait et ça part à l'audience. Il va à l'audience avec le magistrat. Pendant l'audience, c'est lui qui prend note. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle chez nous, tenir la plume à l'audience. Il prend note de tout le déroulement. Il restitue tout ce qui se tout passe. Ce qui se passe au cours de l'audience. Vous voyez. Donc, à la suite de ça, quand l'audience prend fin également, s'il y a des décisions qui sont rendues, c'est le greffier encore qui va à son bureau pour attester dans un autre registre qu'on appelle répertoire. Ce travail qu'il fait en ce moment, on parle de répertorier les décisions qui sont rendues. Le répertoire aussi, c'est un registre chronologique. Toutes les décisions qui sont rendues au cours de l'année, le greffier va les répertorier, attribuer un numéro pour savoir telle décision qui est rendue, c'est la décision numéro tant de telle date. Vous voyez, quand il finit ça, ça ne s'arrête pas là puisqu'il faut mettre la décision en forme. Le magistrat qui a rendu la décision va lui communiquer ce qu'on appelle le fatum. Le fatum qui est composé des motifs de sa décision et puis du dispositif. Mais le greffier, lui, il ajoute ce qu'on appelle les qualités.
et il met cela en forme. Une fois il finit, il va collactionner pour voir s'il n'y a pas des erreurs et autres. Et la décision va retourner chez le magistrat qui doit signer. Quand il signe, le greffier aussi doit contresigner. Ce n'est qu'après ça que la décision qui est mise sous forme de minutes, c'est-à-dire l'acte authentique. Ah, c'est le lexique, hein. Il y a le fantôme, c'est ça? Oui, voilà. La minute. Voilà. C'est-à-dire, la minute, c'est tout juste... l'expédition. Bon, je vais en arriver là. La minute, c'est la reproduction littérale de la décision qui est rendue. C'est ça, la minute, l'acte authentique. L'acte authentique qui est conservé par le conservateur aux yeux de la loi et qui, lui, il conserve ça et c'est lui qui donne les différentes copies, les différentes reproductions. Et là, c'est le greffier en chef. Donc, comme je disais, une fois la décision est minutée, elle doit revenir chez le greffier en chef. Le greffier en chef a un devoir d'abord de faire enregistrer cette décision avant de délivrer toutes sortes de reproductions. Toutes sortes de reproductions, comme vous parlez d'expédition. L'expédition, c'est tout juste la reproduction littérale de la minute, certifiée conforme à l'original, qui est signé par le dépositaire de cette minute, revêtu de son sceau. Ça, c'est l'expédition. L'expédition, à supposer, vous avez perdu votre procès, vous avez besoin de savoir au moins pourquoi vous avez perdu. C'est cette expédition qu'on vous donne et qui vous renseigne toutes les motivations pourquoi vous avez perdu. Et muni de ça, si vous entendez faire appel et autres, vous pouvez le faire. Comme quoi le greffier, il a un pouvoir. Le greffier, je ne peux pas parler en termes de pouvoir s'agissant d'un greffier. Je ne peux pas parler de pouvoir parce que le pouvoir appartient, l'impérium appartient au magistrat. C'est lui qui a le pouvoir, la puissance publique, le pouvoir de décision. Mais le greffier, je peux dire qu'il a un rôle important au niveau judiciaire. Il y a un téléspectateur qui nous envoie une question. Oui. Le greffier peut donc être corrompu en ne restituant pas ce qu'il faut. Vous pouvez ne pas restituer ce qu'il faut. À l'audience. À l'audience. Non. Le greffier a un rôle d'authentificateur. Un rôle d'authentificateur, c'est-à-dire tous les actes que pose le greffier sont authentiques jusqu'à inscription de faux. Est-ce qu'il ne peut pas biaiser parfois? Est-ce qu'il n'y a pas des greffiers véreux? Nous avons prêté serment et ça, c'est un devoir de restituer. Actuellement, c'est que les notes que le greffier prend à l'audience doit refléter ce qui est dit. La même chose, comme il a un rôle d'authentificateur, tout ce qu'il prend, c'est des actes authentiques. Après l'audience également, le magistrat a supposé en matière correctionnelle où on condamne quelqu'un soit à 3 mois de prison ferme. Le magistrat ne peut pas revenir, soit dans les coulisses, appeler le greffier à son bureau, dire que bon, à l'audience, j'avais dit 3 mois d'emprisonnement ferme, mais il faut mettre ceci. Non, ça ne peut pas se faire non plus, puisque c'est déjà attesté dans le primitif d'audience. Donc, vu le sérieux et tous les devoirs qui incombent au greffier, il ne faut pas essayer de mettre dans son primitif ce qui n'est pas dit à l'audience. Parce qu'il y a un devoir de conscience. Voilà. Et pendant le reporting, est-ce que l'avocat a le droit de venir de venir vérifier le travail du greffier? L'avocat peut demander s'il est partie prenante dans un procès, il peut demander copie de la décision qui est rendue, il peut demander l'expédition. Ça se fait, puisqu'il en a besoin. Et le greffier ne doit pas s'opposer puisqu'il est dans son droit d'être informé. On dit dans votre service, c'est M. Catano qui nous envoie donc cette question. On dit qu'il y a beaucoup de deals, de business chez les greffiers. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent? Est-ce que c'est vrai? Bon, vous voyez, l'opinion publique toujours a cette image des gens, quand ils travaillent, qui sont à des postes de responsabilité, des postes qui nécessitent la compromission et autres. Mais le greffier, comme je vous l'ai dit, il y a des devoirs qui nous incombent. Des fois, quand on ne vous donne pas, il y en a qui
qui attendent certaines sommes pour mettre des cachets sur des documents, tout ça, est-ce que ça arrive? Non, au niveau d'une juridiction, il n'y a que le greffier en chef seul qui est habilité à délivrer quoi que ce soit. Mais on dit que les autres greffiers simples, entre guillemets, font du zèle souvent. Non. Parler de zèle, souvent, comme dans nos juridictions aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de matériel et autres. Et ça peut arriver que ça entraîne un certain retard dans la rédaction des décisions. Mais ce n'est pas pour faire du zèle pour des zèles. Il y a une justification au moins. Mais ce n'est pas aussi dans un sens de vouloir soutirer de l'argent. Quels sont vos rapports, Maître Daoulou, avec les magistrats? Au niveau des juridictions, moi je pourrais dire que les greffiers, les magistrats travaillent en bonne intelligence. Mais magistrats et greffiers, nous avons un même père, mais nous n'avons pas la même mère. Ce que je veux dire par là, que notre père, c'est le ministre de la Justice, mais c'est deux corporations qui relèvent de statuts différents. Vous voyez? Donc, au niveau du statut des greffiers, comme je l'avais dit tantôt, que le greffe est créé à partir d'une loi de 1998. Et cette loi crée le greffe comme un service autonome. Donc, le greffe n'est pas inféodé ni au siège, ni au parquet. Et ce greffe est dirigé par le greffier en chef, qui est le chef direct des greffiers. Vous voyez, donc au niveau des rapports avec les magistrats, en principe, ça doit être une franche collaboration. En principe. Une franche collaboration. En principe, mais par contre, il y a certains de vos collègues qui disent que les magistrats ont tendance à les rabrouer, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Quand je dis en principe, et aussi j'ajoute qu'il peut arriver des malentendus. Mais aujourd'hui, il faut quand même, sur le terrain, le greffier, c'est un agent docile, respectueux de la hiérarchie. Mais il faut en retour aussi une petite considération de sa personne. Donc, en cela, dans les rapports avec les magistrats, il faut que ce soit des rapports de convivialité. Parce que vous êtes un agent et que toi, tu considères l'autre comme ton supérieur, quelle que soit la faute qu'il commet, ce n'est pas devant les justiciables qu'il faut le rabrouer. Puisque chacun de nous possède en soi un esprit d'orgueil également. Donc, s'il arrive qu'un greffier fait une faute, il est mieux soit de l'appeler à son... le magistrat l'appelle à son bureau, à deux. Bon, maître, il y a eu telle procédure, tu as agi ainsi. Bon, ensemble, ils vont trouver une solution. Mais quand c'est au cours d'une audience devant les justiciables, soit par erreur de quelque chose, et tu le rabroues, bon, c'est ça qui souvent entraîne... C'est un moment très important aussi, où il faut se concentrer pour ne pas se tromper aussi. Donc, comprenez parfois l'extrême rigueur, on va dire ça comme ça, des magistrats. Oui, je comprends, mais il faut quand même de la retenue, puisque c'est des collaborateurs. Et ce n'est pas des... c'est pas vos enfants. C'est ça, c'est des collaborateurs. C'est ça qu'il faut retenir. Et parlons d'erreurs. Ouais. Quand il vous arrive de faire des erreurs dans la restitution d'une affaire, comment vous arrivez à colmater la brèche? Bon, au niveau de... à l'audience... Oui, à l'audience. À l'audience, parlant d'erreurs, ce sera difficile dans la mesure où c'est que le greffier prend. C'est sur la dictée du magistrat. Voilà. Si dans la dictée, au lieu de 2 mois, vous mettez 3 mois. Le greffier. Oui, le greffier met 3 mois. Et après, on se rend compte qu'il a fait une erreur. Comment ça se passe? Mais le magistrat, avant de rendre sa décision, il a déjà ce qu'on appelle le fatum. D'accord. Il a déjà non seulement le fatum, mais aussi, il vient à l'audience avec le dossier qui est mis en délibéré. Donc, sur le dossier, au moment où le greffier prend note, lui aussi, il prend note. Et il y a le parquet aussi. D'accord. Ouais. Donc, si à supposer qu'il y avait une erreur, on va essayer de vérifier si vraiment il y a erreur. Maître Daoulou, très, très rare. Maître Daoulou, Jean-Pierre, vous êtes administrateur des greffes et parquets hors grade, tout ça, vous avez vu, vous avez de la bouteille, comme on dit dans le métier. Alors, vous êtes bien placé pour parler de la modernisation des greffes. Ça fait partie de vos priorités aussi. Vous voulez que les greffes soient un peu plus modernisées? Oui, les greffes, parler de modernisation, il faut commencer par l'informatisation des greffes. Mais ça a bien commencé et monsieur le garde des Sceaux a bien commencé. Déjà, le schéma directeur de l'informatisation
a été réceptionné par M. le garde des Sceaux, tout comme le logiciel de gestion des procédures. En cela, il y a 2 juridictions qui ont été prises comme juridiction pilote. Il y a le tribunal de première instance de Yopougon et la section du tribunal de Dabo. Donc aujourd'hui, ils sont en phase d'expérimentation. Ces 2 juridictions pilotes. Ça se passe bien? Oui, ça les réflexions sont bien, ça vous aide? Oui, puisque c'est des avancées quand même très positives. Mais c'est quand cette phase va finir et qu'on va voir que vraiment ça c'est bien avancé, il y aura maintenant de l'extension dans les autres juridictions. Mais au-delà de ça, parlant de modernisation, il y a quand même une avancée notable aujourd'hui avec le concours de M. le garde des Sceaux, dans son souci vraiment de doter les juridictions de mobilier et de matériel informatique. Ça fait aujourd'hui certaines juridictions... La loi Boaké. Oui, voilà. Donc ça fait aujourd'hui certaines juridictions sont en réseau, à tel point que quand une décision est rendue, le magistrat qui finit de saisir son patron, il peut directement balancer ça au greffier qui ajoute ses qualités et il va la faire signer. Donc, même si nous n'avons pas encore atteint le décret de nos collègues, soit américains ou bien français, mais ça va venir un jour. Nous sommes sur une très bonne voie. Oui. Puisque nous sommes sur une très bonne voie avec ce projet pilote qui tient à cœur à M. le garde des Sceaux. On parle aujourd'hui de modernisation, mais on a bien envie de savoir comment vous travailliez avant. Racontez-nous pourquoi on voit un peu l'évolution. Bon, avant, c'était avec de la dactylographie, les Olympia. Bon, je me suis donné... Là, ce n'est pas la publicité, c'est de l'information. D'accord, merci bien. Donc, avec les machines telles que Olympia et autres. Et là, c'était à la main. Comprenez ce que ça coûtait au greffier. Mais aujourd'hui, avec l'informatisation, avec les ordinateurs qui sont presque dans toutes les juridictions, aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade vraiment un peu archaïque là. Voilà. Quand vous enregistrez aussi, en plus de prendre note, vous faites des enregistrements d'actifiants? Des dessins? Non. Les dessins, Non. À l'audience, quand le greffier va à l'audience, il a un registre. Ces registres, on appelle ça le plumitif. Le plumitif. Et c'est dans ce plumitif qu'il prend note. Sinon, il n'a pas un petit appareil à côté pour enregistrer. Non. Voilà. Vous êtes heureux en tant que greffier? Ça paye bien en Côte d'Ivoire? Je suis heureux de ma fonction, puisque c'est un choix que j'ai fait. Parce qu'en entrant à l'ENA de Pamoran, je pouvais choisir autre chose. Donc c'est un choix, c'est une volonté. En cela, je dois assumer. Je dois assumer et je suis fier d'être. Tout comme ceux aussi des collègues qui ont choisi d'être greffier. C'est un métier vraiment exaltant et aussi noble. C'est un métier d'élite. C'est un métier où le greffier a son importance dans la société. Vous êtes 1045, c'est peu ou... 1042. 1042. 1042. C'est peu ou c'est suffisant? Non, c'est très peu. C'est réparti sur toute l'étendue du territoire. C'est très peu. Parce que moi, comme ça, au niveau de ma juridiction, aujourd'hui, à la cour d'appel, j'ai un besoin de personnel. Donc, c'est très peu. Mais comme c'est un problème de budget au niveau de l'État, l'État s'emploie quand même chaque année à ce qu'il y ait des greffiers. Donc, il faut augmenter le nombre. Et quand on sait aujourd'hui combien de personnes qui frappent à la porte d'entrée de l'école des greffes, c'est dit que le greffier a son importance et il joue un rôle important dans la société. C'est vite passé avec le greffier. Ça passe tellement vite. On est déjà à 7h28. Vous avez tellement l'habitude d'être rapide quand vous êtes... En tout cas, franchement, on a essayé de connaître. Tout de suite, vous avez abordé la question de l'expédition. J'avais dit que l'expédition est délivrée à titre d'information, de renseignement. Mais quand quelqu'un gagne son procès, ce n'est pas l'expédition qu'il doit prendre pour faire exécuter. L'expédition, ça, il prend l'expédition, il la notifie d'abord à son adversaire pour dire qu'on a eu telle affaire, j'ai gagné. Cet adversaire, si c'est en matière civile, la loi lui donne la possibilité de faire appel. Et là, il a 1 mois. Si c'est en matière correctionnelle, là, il a 20 jours. Tu vois, c'est suite
à la notification de l'expédition et les délais qui sont impartis à l'autre de réagir quand il ne le fait pas, il doit venir maintenant auprès du greffier en chef prendre ce qu'on appelle la grosse. Parce que la grosse, c'est par sa distinction avec l'expédition, la grosse, elle est revêtue, c'est l'expédition, mais revêtue de la formule exécutoire. C'est-à-dire la formule exécutoire, c'est-à-dire l'ordre donné par le pouvoir exécutif de faire exécuter une décision de justice. Et là, c'est au nom du peuple de Côte d'Ivoire que le président de la République ordonne son exécution. Merci beaucoup. Elle est signée que seulement par le greffier en chef. Merci beaucoup, Maître Daoulou Jean-Pierre, greffier en chef de la Cour d'appel de Bouaké, avec qui nous avons estampillé cette fin d'émission sur Matin Bonheur. Merci beaucoup. Merci d'être venu éclairer nos lanternes. En 30 minutes, on ne peut pas tout dire, mais on a l'essentiel. On sait combien vous êtes, comment vous travaillez, la modernisation en marche dans votre secteur. Merci beaucoup. Et puis, transmettez nos salutations à tous vos collègues qui travaillent vraiment de façon digne sur toute l'étendue du territoire. C'est fini pour aujourd'hui, Nessie. Oui. On se donne rendez-vous. Il a encore beaucoup de choses à dire. Ça sera certainement, à une autre émission. Donc, nous, on vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Au revoir.